Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session des conférences du Digital Learning. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Manon et Sébastien, donc, qui sont des coachs en changement de vie, qui vont avoir le plaisir en fait, d'échanger avec nous pendant à peu près 1 heure sur toute la partie reconversion. Donc, changer de cap professionnel aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, en fait, beaucoup de personnes sont dans un peu cette perspective, cette envie de changer. On verra par la suite, il y a plusieurs types de changements, de reconversion. Et donc, comment savoir exactement est-ce que c'est le bon moment en fait, voilà, de déclencher ce processus de reconversion ou pas. Merci Manon, merci Sébastien d'avoir accepté l'invitation. Et juste avant de démarrer, on va juste vérifier que tout le monde a bien accès au son, voilà, que vous avez tous accès. Bonjour à tous, il y a déjà une dizaine de personnes. Est-ce que vous pouvez juste dans le chat nous dire que c'est OK pour vous, que le son est bon, que la caméra voilà, que le visuel est bon? Voilà, je vérifie juste si le chat est OK. Voilà, c'est accessible pour tout le monde. Anissa, c'est bon. Taous, c'est bon. OK, parfait, super. Bah, on peut commencer. Donc, juste en introduction, avant de vous donner la parole, Manon et Sébastien, pour ceux qui ne connaissent pas encore les conférences du Digital Learning, donc c'est des conférences qui sont organisées par le collectif Digital Learning Academy. C'est une communauté assez récente, puisqu'on existe depuis à peu près 3 mois maintenant, et qui regroupe à peu près 200 personnes, aujourd'hui 200 professionnels, essentiellement en fait des professionnels de la conception, des ingénieurs pédagogiques, mais également des formateurs, donc des formateurs en ligne, et également aussi des responsables de formation. On commence à avoir également quelques enseignants, puisque la partie pédagogie intéresse beaucoup de monde. Le digital learning aujourd'hui n'est pas uniquement en fait dédié à la formation. Il y a beaucoup aussi d'enseignants qui commencent à utiliser les outils digital learning. Et donc, le collectif a pour objectif de partager des bonnes pratiques, de faire des conférences. Donc, on a des conférences quasiment tous les jeudis depuis à peu près 1 mois et demi, et d'échanger, en fait, de recevoir donc, chaque semaine. Donc, cette semaine, on a le plaisir de recevoir Manon et Sébastien. Bonjour Manon, bonjour Sébastien. Bonjour Brahim, très content d'être ici aujourd'hui, d'être parmi vous et merci pour ton invitation. Yes, carrément. Merci à vous deux. Donc, je vais vous laisser nous présenter ce que vous faites. Vous êtes donc coach en changement de vie. Comment savoir c'est quoi ce métier et nous expliquer comment vous travaillez et quel type en fait, de profil de personnes vous accompagnez. Yes. Du coup, on est Manon et Sébastien, on est les fondateurs de Oseras-tu. Et en fait, on accompagne les personnes qui ont envie de faire un changement dans leur vie ou qui sont en train de faire un changement dans leur vie au niveau professionnel, sachant qu'entre le pro et le perso, souvent, c'est assez lié, donc c'est un tout. Du coup, on aide les personnes, qu'elles en soient au stade d'idée de projet, donc à trouver le projet qui les anime, vraiment qui les fait vibrer, ou que leur projet soit en cours de lancement ou déjà lancé. Et en gros, on propose un accompagnement individuel, personnalisé, adapté aux besoins de la personne, sachant qu'en général, pour vous citer, ça tourne autour de motivation, mindset, peur, croyance, syndrome de l'imposteur et mise en action, par exemple. Donc voilà, pour résumer un petit peu. Et peut-être votre parcours à tous les deux, justement. Ouais, alors du coup, nous, on a tous les deux plusieurs vies professionnelles très différentes de ce qu'on fait maintenant. En fait, quand on s'est rencontrés, Sébastien a quitté les pompiers de Paris et après, il a été boulanger-pâtissier. Moi, j'étais chargée de mission au sein de la fonction publique dans le domaine du handicap et après de la citoyenneté. Et c'est en 2020, à la suite d'un bilan de compétences que j'ai eu l'occasion de faire, que je me suis, je réfléchissais depuis un moment à l'idée de changer de vie, à la fois personnelle et professionnelle. On était parisiens à l'époque. Donc, à la suite du bilan de compétences, il y a ce projet qui s'est dessiné et auquel Sébastien s'est associé de devenir du coup coach tous les deux. Donc, on s'est reconvertis tous les deux. On a déménagé, on est parti du coup de la région parisienne jusqu'en province. Donc là, on est près d'Orléans maintenant.
Et puis voilà, du coup, on a fait une école de coaching ensemble, on a été certifié, on a obtenu notre titre de coach professionnel en 2021. Et Très bien. depuis voilà, on a changé Donc, de vie. donc, vous avez changé de vie, vous vous êtes Voilà, C'est ça. appliqué le concept de changement de vie. c'est Très ça. bien. Et on s'appelle Alors, Oseras-tu, du coup, pour que les gens aussi puissent oser changer de vie et faire quelque chose qui leur plaît vraiment. C'est ça. Alors, la particularité, c'est des coachs qu'on connaît, ils sont souvent seuls. En fait, Mm, vous, vous êtes un binôme. mm. Comment C'est vous ça. travaillez en binôme, justement, c'est quoi cette particularité? Oui. Alors, du coup, en fait, on a très vite décidé de faire le projet ensemble parce que 1 plus 1 peut être égal à 3 finalement, hein, quand on fait les choses correctement. Et du coup, c'était un projet finalement de pouvoir se développer tous les deux et de pouvoir avoir un impact assez fort, justement pour aider un maximum de personnes à oser changer de vie pour une vie plus épanouissante. Et dans les faits, dans le concret, ce qui se passe, c'est que la personne, finalement, a le choix parce que on sait que la démarche de l'accompagnement, c'est pas toujours évident pour une personne, hein, d'aller Oui, parler même à un professionnel, hein, mais qu'elle connaît pas et tout ça. Donc, on lui laisse la possibilité, quand elle prend rendez-vous, de choisir quelque part son coach référent très bien. entre Sébastien et moi. Ce coach référent, ça reste le coach qui l'accompagne, qui la suit, avec qui elle a les échanges privilégiés finalement. Mais derrière, on se laisse l'opportunité et la possibilité de donner à la personne, voilà, la possibilité de pouvoir être accompagnée par nous deux, et notamment de faire intervenir le deuxième coach sur des problématiques spécifiques où on sent qu'un autre point de vue pourrait être intéressant. Donc, en ça, c'est Super. vrai que c'est une force et une opportunité pour les gens Super. qu'on Donc, en fait, il y a accompagne. une double vision externe quelque part qui permet de Mm. donner plus d'impact à ce type d'accompagnement. C'est ça, Ouais. parce que finalement, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas la même manière d'accompagner, tout simplement, Ouais, bien hein. sûr. Non, on est un peu différents et en même temps complémentaires. Donc, Mm. ouais, c'est. Puis c'est au feeling aussi de la personne, si elle le souhaite ou pas. Des fois, ça peut être le cas, des fois, ça peut ne pas être que le cas. Donc, ouais, en fonction. C'est co-construit, quoi, finalement. Voilà, c'est personnalisé, quoi. Mm. Ouais, c'est vachement intéressant comme approche. Alors aujourd'hui, il y a énormément de demandes, hein, voilà, qui posent la question de changer, qui ont envie de changer de vie. Plusieurs études ont été menées, et à peu près, on va dire qu'il y a 9 personnes sur 10 aujourd'hui en France qui aimeraient bien changer de vie. Donc, changer de vie ne veut pas signifier forcément changer complètement de métier ou de contexte. Justement, quels sont les différents types de changements qui peuvent s'opérer en fait dans un parcours professionnel ou personnel? C'est vrai que dans le parcours professionnel, on pense souvent au fait aux gros changements, quoi. Plaqué. C'est-à-dire ouais, la reconversion, le fait de se lancer du salariat à l'entrepreneuriat. Le changement, ça peut être beaucoup plus divers que ça, finalement, parce que ça peut être simplement changer, enfin simplement, pas une manière de parler, mais changer de poste, changer pas de métier, mais garder le même métier, mais le faire dans un autre endroit, avec une structure d'une différente taille, changer de lieu de vie aussi. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. Et justement, la grande question quand on ressent un besoin de changement, c'est vraiment d'aller voir de quel changement on a besoin, Oui. effectivement. Parce que la réponse, c'est pas toujours. C'est pas toujours celle qu'on croit. On pense, voilà, que des fois qu'on a envie de tout quitter parce que ça va pas dans un certain point. En fait, on se rend compte qu'il y a juste un point qui va pas dans l'entreprise, peut-être, et du coup, juste faire quelques petits changements, ça peut Oui. tout résoudre. Et en fait, ouais, Des ajustements, ouais. Donc, et se poser cette question, ouais. Alors justement, par rapport aux études qui ont été faites, parmi toutes les personnes qui ont envie de changer de vie, donc professionnelle, ou devenir indépendant, simplement faire la même chose mais en étant freelance ou indépendant, ou simplement changer de métier, ou compléter un métier de départ par une autre compétence, parmi toutes ces personnes qui ont envie de changer, il y a à peine 30% qui passent le cap. Le reste est en attente on va dire, du bon moment. C'est-à-dire, voilà, c'est peut-être pas le bon moment, c'est à ce que. Et justement, ce bon moment-là, moi, pour l'avoir vécu, hein, au sein en fait des sociétés que j'ai dirigées,
on sent parfois des personnes voilà, qui commencent à être un peu en détresse, qui sont plus en adéquation avec le métier. Donc, parfois, le moment en fait, on est en train en fait, de réfléchir à se reconvertir, parfois on attend trop tard, donc c'est trop tard, et donc la personne commence à être vraiment en souffrance et dépasse un certain cap voilà, qui l'oblige parfois même à commencer à se mettre en maladie ou des choses comme ça. Ou parfois, très en amont, parfois de façon même impulsive, voilà, j'ai envie de tout quitter et puis j'y vais sans être un peu préparé. Donc, on va casser un peu le mythe d'emblée. C'est quoi ce bon moment? Bah, déjà, moi, je pars du principe que en fait, quand on dit c'est pas le bon moment, il faut essayer de trouver déjà pourquoi on dit ça, parce que souvent, c'est une excuse qu'on se donne parce qu'on a des peurs, on a des croyances qui nous bloquent, et du coup, se dire c'est pas le bon moment, ça nous rassure parce que c'est pas notre faute, parce que c'est pas le bon moment. Donc forcément, déjà, là, ça peut permettre de se dire ok, c'est pas de notre faute. Alors, il faut se poser les bonnes questions pour voir vraiment si c'est réellement le bon moment ou pas. Sur la question du bon moment, donc c'est très inconsciemment lié à l'idée qu'il y aurait un moment parfait pour engendrer un changement professionnel. Et en fait, c'est un peu cette idée que le moment parfait, il nous tomberait dessus, quoi. Un petit peu comme si finalement l'univers, les étoiles seraient tout alignées et ça y est, ça tomberait sur nous et paf, c'est le bon moment. Et là-dessus, moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est vraiment l'idée que cette perception du moment parfait, quelque part, elle nous déresponsabilise un petit peu dans notre… elle nous enlève du pouvoir, finalement, dans cette démarche de changement. Et donc, le message vraiment qu'on a envie de faire passer aujourd'hui, c'est que le moment parfait, finalement… c'est un terme un petit peu surfait, et le bon moment qui est vraiment propre à nous, c'est plutôt quelque chose qu'on peut vérifier par tout un tas finalement d'étapes, et c'est quelque chose effectivement qui nécessite un petit peu de recul et de réflexion, sachant qu'une fois qu'on a ces signaux, ces quelques signaux là qu'on va pouvoir expliquer aujourd'hui au vert, ça peut quand même rassurer sur le fait que oui, c'est le bon moment d'opérer un changement. Alors, justement, c'est très intéressant. Ça veut dire quelque part que si on est en attente de quelque chose d'externe qui viendrait, on n'est pas forcément conscient. Donc, à quel moment on prend conscience, en fait, comment on démarre un processus de reconversion? À quel moment on prend conscience que des choses comme, voilà, ça ne va pas, est-ce qu'on a envie forcément d'autre chose voilà, quel est le démarrage, quelque part, d'un processus de reconversion dès le départ? Déjà, moi, je dirais que le point de départ, c'est de repérer les signes qui peuvent alerter qu'on a besoin d'un changement. Ça peut être plein de signes, ça peut être une lassitude au travail, ça peut être le fait d'être fatigué, stressé, de ne pas avoir envie de retourner au travail ou autre. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, ça peut être lié à plein de choses dans le travail qu'on fait. Et repérer… Vas-y, tu veux dire. Oui, effectivement, je pensais à si chaque dimanche, c'est difficile parce qu'on se dit demain, il faut que je retourne bosser. Si dès le lundi, on attend le week-end. Il y a des signes quand même plutôt de l'ordre d'un aspect d'un inconfort, d'une insatisfaction. Et il y a aussi à l'extrême opposé des signes qui peuvent être très, très positifs finalement, d'une envie d'aspirer à autre chose, à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses, à se challenger. Il y a vraiment en fait des signes qui peuvent être très divers, mais qui peuvent alerter si on n'a pas pleinement conscience de ah bah oui, là j'ai envie de changer, ça peut quand même alerter sur le fait qu'on a un besoin quelque part d'opérer un changement. Et j'insisterai aussi sur le fait de récurrence. Par exemple, si quelqu'un nous dit oui, moi quand je suis fatigué et stressé, je pars en vacances. Ok, très bien. Mais si quand tu reviens, ça revient tout de suite aussi, c'est que peut-être il y a que c'est voilà, donc c'est cet aspect aussi de récurrence des signes qui fait que sur le long terme, il faut se poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, le premier c'est les signes vraiment. Donc, parce que on est tous plus ou moins, soit on aime bien son métier et c'est super, tant mieux, ok, parfait. Mais la majorité, on a quand même un petit peu, un petit bout en fait de quelque chose qu'on n'aime pas. Voilà. Même si on aime, on aime bien ce qu'on fait, etc. Souvent, il y a des choses, plus ou moins, qui viennent gripper un peu la machine.
Donc, ce n'est pas forcément ces aspects-là qui sont à considérer, mais plutôt une envie de fond. C'est ça, en fait. Des signaux de fond qui commencent à monter en puissance crescendo et qui, comme tu dis, Sébastien, deviennent récurrents, en fait, reviennent de plus en plus souvent. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là où on peut dire qu'il faut commencer à prendre conscience et à se poser des questions. Est-ce que véritablement, et ne pas attendre forcément que ça débouche sur de la souffrance, c'est ça? C'est ça, parce que le risque finalement à trop attendre, et on a quand même beaucoup d'exemples malheureusement dans notre société actuellement, hein, c'est qu'à trop tirer sur la corde, parfois on en arrive à des situations très difficiles à vivre et qui peuvent aller jusqu'au burn-out dont on parle beaucoup. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est important d'être à l'écoute finalement de ces signaux que peuvent nous envoyer notre corps ou voilà, notre état d'esprit finalement. Donc, il y a deux niveaux en fait de signaux, des signaux émotionnels. Ok, je ne me sens plus très bien, j'ai du mal à y aller, mes collègues, l'environnement de travail, l'émotion n'est pas top. Donc ça, c'est déjà des signaux. Et après, il y a aussi les signaux physiques. Donc du coup, là, je suis fatigué, j'arrive plus à me concentrer. J'arrive plus à m'endormir le soir. Il y a plein de choses, ça peut être du stress ça peut sortir au niveau de la peau, tu peux avoir des mal de dos, maux de tête, etc. Oui, c'est vrai que ça peut aussi se manifester vraiment dans le corps, hein. Moi, pour vous donner un petit exemple, je sais qu'à un moment où j'ai eu besoin d'un changement professionnel, pour le coup, moi, ça s'est manifesté par le dos. J'ai eu un lumbago. J'avais même pas 30 ans et j'étais clouée au lit avec un lumbago, quoi. Donc, le corps, c'est vrai que parfois, le corps, quand on veut pas entendre, le corps alerte bien, quoi. Donc, deux niveaux là, c'est le côté, on va dire, en fait, deux niveaux de signaux, côté, on va dire, un peu négatif, d'accord? L'aspect négatif des ressentis. Mais j'imagine qu'il y a aussi un aspect positif. C'est-à-dire, parfois, on est emmené par une envie, en fait, une motivation, quelque chose qui, à chaque fois qu'on regarde quelqu'un faire ce nouveau métier, par exemple, voilà, une émotion intéressante qui est là, qui nous voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je vais y aller. Et est-ce que c'est ça aussi en fait un moteur fort aussi ça aussi, prise de c'est conscience? hyper fort. Oui, carrément. C'est hyper fort. J'ai aussi un exemple. Vas-y, si tu as des exemples, c'est parfait. Quand tu parles de ça, ça m'a fait penser justement pendant le bilan de compétences, quand j'ai fait mon bilan de compétences en 2020, mon conseiller de bilan de compétences a commencé à me dire interroge des personnes dont tu aimerais faire le métier, dont le métier t'intéresse. Et la semaine passe, et je le retrouve la semaine suivante, et je dis, mais en fait, la seule personne que j'ai envie d'interroger, c'est vous. Et il y avait quelque part ce côté d'aspiration mais ce qu'il fait, c'est génial, c'est ça que j'ai envie de faire. Et finalement, là, en l'occurrence, nous, on ne propose pas du bilan de compétences, mais du coaching, mais c'est cette envie de faire de l'accompagnement, elle s'est manifestée justement en voyant quelqu'un d'autre le faire et le faire sur moi. Donc c'est très important aussi d'écouter ça. Et parmi les personnes que vous accompagnez, est-ce que c'est plus des personnes qui partagent ces deux types d'émotions, positives ou négatives, ou plutôt des personnes qui sont en recherche de quelque chose de nouveau, mais qui ne savent pas encore forcément quoi? C'est un peu de tout, hein, j'ai l'impression. Ça dépend vraiment. Ça peut être quelqu'un qui vraiment se sent plus à l'aise avec les valeurs, par exemple, de sa société, etc. Et qui, par contre, qui a déjà une idée de où elle veut tendre. Et ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas vraiment… qui n'est plus heureux de là où elle est. Elle est plus satisfaite du travail qu'elle a, etc. Mais elle ne sait pas vers quoi tendre parce qu'elle n'a pas fait peut-être ce travail d'introspection pour savoir vraiment ce qui l'intéressait. Et ça, c'est quelque chose… En fait, en fonction de là où la personne en est quand elle nous sollicite, forcément, derrière, il n'y a pas la même… on ne propose pas forcément la même chose. Et effectivement, ça peut aller de cette première étape, justement, d'introspection pour mettre de la clarté sur ce qu'on veut faire. Ou alors, quand on est déjà plus déterminé, là… Des cas qu'on a eu souvent, c'est des personnes qui sont au fait de ce qu'elles ont envie de faire, mais alors là, tu as toutes les peurs, tout qui les empêche de passer à l'action. Et là, justement, c'est comment les aider à oser, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a différentes étapes finalement dans le changement. Et voilà.
ça Et dépend est-ce de- que culturellement, peut-être aussi en termes de tranche d'âge, j'imagine que moi, pour l'avoir été, hein, j'ai été, voilà, je travaillais comme cadre dans des grands groupes, etc. Et à un moment donné, j'avais plus envie de faire ça. Du moins faire ça dans le même cadre que le contexte, donc pour des grandes entreprises, et je me suis mis à mon compte. Donc une démarche, effectivement, parce que ça correspondait à une certaine situation. Ce que j'ai vu récemment, c'est que les jeunes, par exemple, aujourd'hui, sont beaucoup plus dans cette envie, dès le départ, en fait, en début de carrière, d'être libre, d'être indépendant, en fait, presque de changer très régulièrement de poste ou pour essayer plusieurs typologies que peut-être les anciens, voilà, on va dire les baby boomers ou etc. Voilà, qui sont plutôt dans une logique où moi, mes parents, par exemple, voilà, ils se voyaient dans le même job toute leur vie. Et c'était presque un désastre si il y avait quelque chose qui cassait. Donc, peut-être en termes de génération aussi, il y a un changement de perception. Mm. Les Bah, mentalités changent. on est vachement plus axé sur nos envies, nos besoins à nous, en fait. C'est vrai qu'avant, on était dans un métier toute notre vie parce que voilà, on devait avoir de l'argent, etc. Et puis au début, ça nous plaît. Sauf que si après, ton envie et ton besoin évoluent, voilà, c'est possible aussi de changer de métier en fonction de ses besoins pour pouvoir être plus heureux. Parce que si ça change et qu'au final, ça ne te plaît plus comment ça Oui. se passe, et bah, forcément, il faut pouvoir s'adapter par rapport à ça. Quelque part, ouais, vraiment, les mentalités changent Mhm. sur ce sujet-là, parce que si c'était peu admis, effectivement, à l'époque de nos parents, hein, je pense que je Oui. peux même inclure mes parents dans la génération dont tu parles. Maintenant, c'est assez différent. C'est assez différent parce que déjà, il y a de plus en plus d'exemples de personnes qui se reconvertissent, qui changent de voie et à tout âge. Nous, quand on s'est reconverti, on avait des personnes qui avaient 20 ans de plus que nous, qui étaient en train de se reconvertir pour devenir coach. Donc, c'est vrai que là, c'est quelque chose ouais, les mentalités changent, je trouve, sur ce sujet. Donc, pour revenir à ce moment, en fait, ce qui serait le bon moment, effectivement, à partir du moment où on sent qu'il y a une émotion assez forte, qu'elle soit voilà, plutôt négative ou positive, en fait, entraînante ou freinante, ok, donc plutôt que négatif ou positif, on est dans en fait, une situation de prise de conscience. À partir de là, comment se déroule le processus d'analyse, voilà, quelles sont les étapes, quelque part, quelles sont les différentes étapes? Ce qu'on disait tout à l'heure à propos des étapes, la première, c'est vraiment de faire le point sur, il y a un truc, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas ou j'aspire à autre chose, mais c'est quoi précisément? Justement, parce que dans la question du changement, de quel changement je parle? Est-ce que je veux évoluer, avoir un poste avec plus de responsabilité dans ma société? Est-ce que je veux quitter ma société et me lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je veux changer de métier? Est-ce que je veux déménager parce qu'en fait, c'est juste la région parisienne, j'en ai marre. Enfin, voilà, c'est vraiment de quoi on parle, quoi, de quel changement on parle. Être vraiment plus précise, faire cette introspection, de savoir vraiment qu'est-ce qui ne me va plus et qu'est-ce que je voudrais, quoi. Pour pouvoir identifier vraiment si c'est un changement mineur ou c'est plutôt un gros changement que je veux effectuer par rapport à ça. Donc, c'est vraiment le premier point, c'est faire le point par rapport à ça. Donc, en termes d'étapes dans le processus, on peut dire que, OK, à ce niveau-là, il faut que je me pose, que je prenne une feuille, que je note une colonne motivation, par exemple. Quelles sont les motivations? OK. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Une colonne peut-être également aspiration, OK, en termes qu'est-ce que j'aspire, en termes de valeurs. Voilà, quelles sont mes valeurs à moi? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je donne du sens à tout ça? Est-ce qu'il y a une notion en fait, voilà, aussi d'adéquation entre les valeurs et puis la motivation? Complètement. Et même une colonne de ce que je ne veux plus aussi. Ouais. Parce que c'est ce qu'il faut changer du coup. Et effectivement, il y a une grosse valeur, un gros lien entre les valeurs et la motivation. Et d'ailleurs, sur ça, j'inviterai les personnes à être vigilantes quand même sur ce point. Quand on est dans tout dépend aussi de l'énergie qui est à la base de notre volonté de changement. Si cette énergie, elle est tournée sur je veux plus ça. Certes, toute énergie est bonne à écouter, mais la question, c'est vers quoi je veux tendre aussi. Parce que si juste c'est je veux plus ça, et que du coup, on fonce dans un autre projet qui finalement nous aligne pas en profondeur,
c'est quelque part le risque soit Ça se Oui, que reproduit. ce soit se reproduise, soit on soit pas satisfait et tout ça. Donc, la question de s'interroger sur nos besoins, sur nos valeurs et sur vraiment nos aspirations, c'est important à cette étape-là pour justement construire un projet qui nous anime vraiment et dans la durée. Parce que ça, on en reparlera un petit peu pour la question de la durée. Ça peut prendre du temps. Un Oui, changement de et projet. justement par rapport à cette étape-là, c'est vrai que, bon, ok, j'ai plus envie de faire ça, très bien, mais est-ce que c'est nécessaire, j'imagine, de se questionner de façon récursive, de dire bah, pourquoi je ne souhaite pas, j'ai plus envie de faire ça? Et est-ce que ce Qu'est-ce qui se questionnement-là, passe en fait, derrière? voilà ce qui se passe derrière, pour essayer de, jusqu'à comment vous abordez cette partie, en fait, du coup, de la reconversion, vous, avec les personnes que vous accompagnez? Il y a une méthodologie de questionnement ou comment vous faites? Bah, ça passe bien sûr par du questionnement lorsqu'on fait nos rendez-vous, mais je pense que c'est vraiment très important, oui, de se poser cette question, qu'on soit accompagné ou non d'ailleurs. Si vraiment on a cette conscience que là, il y a quelque chose qui ne va pas, bah, prendre du temps pour soi et se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Et Oui. pas juste dire, bon, allez hop, et après je pars travailler. Vraiment se prendre un moment pour soi et vraiment se poser ce genre de questions. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent et c'est quelque chose qui est très puissant parce que vraiment là, on prend du temps pour nous et on réfléchit vraiment aux choses essentielles pour nous. Et puis après, Donc, derrière, une fois qu'on a… Pardon, vas-y. je t'en prie, vas-y. Et une fois du coup on a fait ce travail-là de faire le point, là après, il faut confronter un petit peu nos envies, nos idées à la réalité. Et ça amène à un second point qui est du coup aller se renseigner sur ce qu'on souhaiterait faire. Parce qu'après, avoir l'idée, c'est une chose, se renseigner dessus, c'en est une autre. Alors, juste avant d'attaquer justement cette partie, voilà, comment en fait, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Euh, Mhm. donc, sur la partie questionnement, il est important de ne pas passer cette partie-là. C'est-à-dire que tant que je ne Mhm. sais pas exactement pourquoi véritablement, bah, quelles sont les motivations profondes, parce que parfois on a envie de changer de métier, mais c'est simplement de contexte du métier. C'est pas forcément le métier lui-même qui nous déplaît, mais c'est plutôt le contexte dans lequel je l'exerce. C'est ça, et en fait, ça peut complètement s'embrouiller dans notre tête si on ne prend pas le temps justement de faire le point et d'avoir du recul sur ces questions-là. On peut ne pas déterminer vraiment ça et justement penser que ce qui nous convient plus, c'est le métier et tout ça, et paf, on a envie de tout changer, alors que si ça se trouve, c'est des points spécifiques dans notre quotidien qui ne nous conviennent plus et qui parfois… c'est possible, hein, peuvent être réajustés en communiquant avec son supérieur, etc. Il y a des ajustements possibles. Donc, la question, c'est vraiment d'aller vérifier si ces changements-là, finalement, ces petits changements pourraient suffire ou si c'est vraiment quelque chose de plus global et de plus important qu'on souhaite, quoi. D'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus sur le fait que c'est une étape qui est vraiment très importante, mais qui n'est pas forcément évidente, parce que là, on parle de changement. Quelqu'un qui est dans une situation qui n'est vraiment plus heureuse et qui peut franchement avoir beaucoup de stress, etc., c'est pas toujours évident de prendre du recul par rapport à ça. Donc, il ne faut pas se mettre là, se flageller si on n'arrive pas du coup à se projeter là-dessus, parce que des fois, ça peut ne pas être évident. D'où l'intérêt des fois de se faire accompagner ou même ne serait-ce qu'échanger avec des gens qui ont des points de vue extérieurs pour pouvoir prendre ce recul sur cette situation et pouvoir débloquer un peu les nuages qui nous bloquent la vision par rapport à ça. Donc, c'est Alors pas toujours justement, évident. c'est très intéressant parce que souvent, si on est seul, on n'est pas objectif. D'accord? Voilà, on peut même parfois se mentir, voilà, pour essayer de ne pas changer. Parce que le changement, ça fait peur. Et se dire la vérité que voilà, ce poste n'est plus fait pour moi et donc il faut impérativement que je change, peut être effrayant en termes de changement. Donc c'est important, comme vous dites, bah, de se faire accompagner, pas forcément par un coach, mais d'en parler autour de soi, de sa famille, et d'exposer, pour être objectif, hein, d'exposer en fait voilà ce que l'analyse qu'on s'est faite de soi-même à soi-même avec des autres pour essayer de voilà de peut-être de percer, de mettre de l'objectivité. Alors, justement, pour cette question de l'objectivité, là, tu parlais d'en parler avec l'entourage. Bien être vigilant à nos interlocuteurs quand même, parce que certaines personnes dans notre entourage peuvent, du coup, étant donné qu'elles sont elles-mêmes impliquées dans le changement, nous communiquer, nous renvoyer des peurs Oui. qui peuvent ne pas nous appartenir, mais du coup être compliquées aussi à gérer.
Donc, c'est Oui, là, bien sûr. effectivement, l'intérêt d'en parler aussi avec une personne qui est complètement extérieure à soi Et neutre. et neutre pour justement pouvoir avoir la possibilité d'avoir ce regard neutre, objectif et qui n'est pas, qui n'est pas teinté Biaisé. d'émotionnel. Oui, Donc, oui, tout à fait. voilà, qui n'est pas Biaisé biaisé. par en fait, un intérêt Bien sûr. voilà, ou une mauvaise compréhension aussi, parce que les personnes en face ne comprennent pas forcément aussi les Oui, motivations parfois. Donc, très bien. surtout OK, si le je projet change sais. beaucoup. Voilà. Ouais. Donc, je sais maintenant que j'ai vraiment envie de changer. Je sais plus ou moins mes motivations sont profondes et sont objectives. Donc, j'attaque l'étape véritablement d'initiation du projet. Par quoi ça commence? Est-ce qu'il y a un bilan? Comment ça se déroule? Bah, c'est ce que Sébastien évoquait tout à l'heure, je pense. C'est qu'à partir du moment où il y a un projet qui se dessine, une idée de projet, vraiment, il faut le confronter à la réalité du terrain, quoi. Oui. C'est hyper important parce qu'on peut se faire une idée, finalement, parfois même un peu idéalisée de la chose, ou pas, mais en tout cas, on peut imaginer quelque chose qui n'est pas finalement la réalité. Donc pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, c'est de se rapprocher de professionnels qui ont Oui. déjà fait le chemin. Donc, de les solliciter, d'échanger avec eux. En plus, les personnes, généralement, sont très ouvertes pour ça. Donc Oui. là-dessus, il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter et puis à leur proposer un échange pour leur poser toutes les questions possibles parce que cette réalité-là, finalement, le fait de pouvoir échanger avec eux, ça peut permettre d'avoir une idée de leur quotidien, une idée de Oui. leurs défis et tout ça, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on peut avoir en tête. D'accord. Donc, je sais, voilà, j'ai une idée du métier ou en fait de la fonction que je voudrais exercer. Mm. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est super important d'aller en fait voir les personnes qui exercent déjà, de se renseigner sur le métier, de savoir si véritablement ça me plaît. Très bien, OK. Donc, je sais maintenant que ça me plaît, mais je ne sais pas forcément si j'ai les compétences. Alors, est-ce que à ce niveau-là, il faut quand même faire un bilan des compétences ou pour savoir ce qui me manque, voilà, etc. Comment ça se Alors, passe? effectivement, le bilan de compétences, pour en avoir fait un, c'est vraiment bien pour pouvoir faire le point sur nos compétences. De toute façon, c'est Oui, bien sûr. l'utilité. Après, c'est aussi savoir quelles compétences je peux acquérir. Est-ce que j'ai l'envie, l'énergie, le financement pour pouvoir acquérir donc on parle par exemple de formation ou autre. Est-ce que Oui. voilà, c'est des compétences qui me donnent envie aussi de les apprendre? Parce que quand on voit un métier, on n'a pas souvent toutes les compétences qui sont en fait cachées dessous le métier en lui-même. Donc, c'est Bien vrai que sûr. ça peut être intéressant du coup de se renseigner par rapport à ça et de voir quelles compétences sont nécessaires et comment je peux les acquérir, que ce soit sur le long terme ou prochainement. Sachant que du coup, en termes de compétences, on parle des compétences du coup techniques, mais aussi de tout ce qu'on appelle les soft skills finalement, Oui. et qui peuvent être, là tu parlais de la volonté d'apprentissage. Moi, je pensais par exemple, pour ce sujet-là, est-ce qu'on a une appétence justement au fait d'apprendre? Je pensais notamment, ça c'est un exemple que j'ai souvent en tête pour tout ce qui concerne le digital learning. Comme c'est un domaine qui est en constante évolution, il faut être prêt à ça, il faut en avoir conscience. Et est-ce que c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur d'être en formation toute la vie, quoi? D'accord. Vraiment, ouais. Ça, Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et c'est justement par la confrontation sur le terrain qu'on peut le savoir. alors, c'est très subtil. Ouais. C'est très subtil parce que ça veut dire que quelque part, je fais un bilan. Donc, j'évalue les compétences que je dois acquérir de façon technique, opérationnelle, C'est celle que j'ai déjà. Parce que celles que j'ai on déjà, en a déjà. voilà, également, en fonction aussi du type de reconversion. Par exemple, juste changer de métier en restant salarié, c'est pas la même chose que changer de métier en devenant indépendant. Donc, il y a aussi d'autres compétences qui sont liées au type de fonction, en fait, de métier et comment on va l'exercer. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a une troisième dimension qu'il faut prendre en compte qui est super importante, c'est est-ce que je suis capable en fait d'apprendre
de façon continue, de me former pour acquérir ces compétences-là? Est-ce que je me sens, voilà, est-ce que j'ai envie, est-ce que, voilà, cette notion de capacité, voilà, englobe l'envie, les moyens, etc. Est-ce que, et j'imagine que, je pense que beaucoup de gens occultent cette partie. Le fait de, effectivement, je suis à cette étape-là, pour arriver à cette étape-là, il y a forcément du travail et des changements. C'est ça? Et au niveau de l'énergie, ouais, si on sent qu'on a vraiment envie d'avancer dans cette voie-là, parce que c'est vrai qu'apprendre des compétences, peut-être c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, si on n'a pas déjà de base, on sent que l'énergie par rapport à ce métier qui serait un apprentissage constant, voilà, c'est être axé par rapport à ce que nous vraiment on a envie et voir en fonction de ça où est-ce qu'on va, quoi. Parce que du coup, moi, je pensais à plusieurs choses. La première, c'est que effectivement, cette question de l'énergie, en fait, c'est super important d'avoir conscience dans notre projet de changement des ressources que l'on a actuellement et qu'on peut mobiliser. Donc, il y a cette question effectivement de l'énergie. Est-ce qu'en ce moment, j'ai de l'énergie pour ça? Est-ce que j'ai du temps pour ça? Est-ce que financièrement aussi, j'ai les ressources pour pouvoir me lancer dans un nouveau projet? Donc, il y a vraiment ces trois points majeurs, je trouve, à aller questionner pour justement voir si c'est OK. Parce que je pensais à l'exemple du burn-out, par exemple. Quand on est vraiment... pour parler au fond du trou, quoi. Quand on est au fond du trou, on n'a peut-être pas l'énergie justement pour apprendre un nouveau métier, rebondir, tout ça. Et chaque chose en son temps aussi, mais c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui se ressent, hein. Peut-être qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut redonner, redynamiser, parce qu'on est tellement heureux de se lancer dans ce projet-là que ça peut redonner de l'énergie. Mais voilà, c'est aller questionner là actuellement, est-ce que j'ai les bonnes ressources pour ça? Donc, ça fait partie de l'un des aspects du bon moment. C'est-à-dire, voilà, pour que ce soit aussi le bon moment, il faut que, en termes de capacité, de ressources, que j'ai les moyens, en fait, du coup, de commencer à mettre en place mon projet. Oui, c'est ça. Et ce que Sébastien disait tout à l'heure et que je trouvais super intéressant, c'est aussi si on envisage un projet de quitter le salariat pour passer à l'entrepreneuriat, c'est important aussi d'avoir en tête que finalement, il y a tout un tas d'aspects du métier d'entrepreneur, presque, on pourrait dire, hein, qu'on ne maîtrise pas forcément au départ. Je pense à nous, on sort tous les deux du salariat, hein. Ça a été vraiment, en plus du métier du coaching, un deuxième métier à apprendre, parce que derrière, il y a tellement de casquettes finalement à tenir quand on est un entrepreneur, que c'est pour ça que c'est important à la fois d'aller se confronter à la réalité de terrain, mais aussi de voir si on a envie et si on a l'énergie pour apprendre et aussi pour se lancer là-dedans, quoi. Alors justement, par rapport à ça, est-ce que il y a aussi un diagnostic des risques? Parce qu'en fait, on doit évaluer les risques auxquels on peut être confronté. Et les considérer, voilà, et puis les évaluer. Comment ça se passe, cet aspect, évaluation des risques? Il y a plusieurs points à prendre en compte, mais on en a un peu parlé déjà tout à l'heure. C'est ne serait-ce déjà au niveau du risque financier. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Parce que forcément, si on entame une reconversion, il y aura des démarches qui seront à faire. Et derrière, savoir est-ce qu'on est financièrement capable de pouvoir assurer ce changement-là? Parce que bon, forcément, le but, c'est pas de se retrouver dans une situation qui serait inconfortable. Donc, c'est vraiment voir, en fonction de ses propres à chacun aussi, hein, estimer un petit peu de combien j'ai besoin. Est-ce que j'ai un fonds de sécurité qui a été mis en place en mettant des sous de côté, par exemple, pour pallier ce genre de choses, voir un petit peu déjà, il y a cet aspect financier qui est assez, qui est important, hein, parce que forcément, le but, c'est pas de se retrouver sur la paille, comme on dit. En fait, effectivement, c'est quel risque je suis prêt à prendre et quel risque je suis prêt à assumer quelque part, sachant que, comme tu disais, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. C'est vraiment propre à chacun et c'est vraiment ma bonne réponse à moi, c'est j'ai besoin de quoi pour pouvoir opérer ce changement en me sentant en sécurité. Donc la notion de sécurité est importante. Parce que, alors, la plupart de ce que disent
ceux qui accompagnent, la plupart en fait, des projets qui échouent parce qu'on a souvent mal évalué les risques. Soit en termes de temps, soit en termes financiers, soit en termes de... Donc, est-ce que vous, quand vous accompagnez les personnes, est-ce que vous avez aussi en fait une étape dans laquelle vous les prenez et vous analysez les risques? Quels sont tous les risques, même si ceux pour lesquels on n'a pas forcément conscience? D'accord. Parfois, on se dit, OK, je vais déménager, en fait, je vais faire ce job-là. J'ai trouvé un bon poste à Paris. Je suis prêt à faire la navette, voilà, Aix-en-Provence-Paris. Et en fait, c'est un risque majeur en termes de désorganisation de la famille, de l'impact, etc. Et est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que, voilà, sur cet aspect risque, comment vous travaillez avec les personnes que vous accompagnez? C'est ça, effectivement, c'est aller questionner les impacts que peuvent avoir notre décision, à la fois positivement, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose, souvent les personnes ont en tête ce qu'elles peuvent gagner, et donc c'est aller questionner aussi qu'est-ce que tu peux perdre, et en conscience, être OK avec ça. Donc effectivement, là tu parles d'un projet d'aller prendre un travail à Paris. Bon, derrière, c'est aussi pouvoir assumer ça et en parler avec sa famille, voir si c'est quelque chose qu'on est prêt à avoir un peu moins de temps avec sa famille. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est prêt à faire ou pas? Quels sont finalement ce pourquoi on veut vraiment pas, on veut absolument conserver, quoi. C'est ça, ce qu'on accepte, enfin, ce qui est inacceptable en termes de... Voilà. Il y a aussi le faire un petit bilan par rapport à de quoi j'ai besoin concrètement pour vivre. Ça peut permettre aussi d'avoir une idée de où est-ce que tu te situes financièrement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, voilà, j'aimerais ça, j'aimerais ci, mais c'est vrai, concrètement, de quoi tu as besoin, c'est de faire un petit point là-dessus, c'est ce qu'on propose souvent. C'est important parce que ça te permet de relativiser un petit peu sur les besoins qu'on a, et après, du coup, ajuster si besoin dans la durée ou autre. Et puis, il y a aussi le point aussi, donc c'est un risque, mais c'est aussi par rapport à notre entourage et la société, c'est le point de la reconnaissance sociale. Parce que quand on est amené à changer de métier ou autre, on peut du coup… c'est un changement d'identité. Oui, voilà. On change d'identité. Et du coup, là-dessus, c'est aussi ça va aller se questionner sur ça. Ouais. Pour aller… L'idée, c'est de voir si on est prêt aussi à assumer ce changement d'identité par rapport au regard des autres. Oui, et puis, il y a tout un point là-dessus. Ouais, ça aussi, c'est vrai que c'est important. Oui, c'est vrai qu'après, il y a aussi en fait cette notion, voilà. Donc, l'idée, c'est de bien sécuriser son projet, de vérifier qu'il n'y a pas des choses qui risquent de pas d'apparaître en cours de projet qu'on n'aurait pas évalué, estimé. Et à partir de là, on peut donc entamer la phase opérationnelle. Donc, du coup, de commencer à structurer sa reconversion. Comment ça se passe? Je voulais juste ajouter un truc, c'était aussi sur la question de justement de sécuriser son parcours à hauteur de ce dont on a besoin, sachant que je pense notamment pour tout ce qui est reconversion professionnelle et passage du salariat à l'entrepreneuriat, il y a des tonnes de solutions qui existent pour justement pas être en mode je plaque tout et voilà, j'ai pas de filet de sécurité. On peut sauter avec un parachute, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment en fonction, c'est propre à chacun. C'est est-ce que j'ai envie de tester mon activité en parallèle de ce que je fais déjà? Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir des indemnités ou de voir ma formation être financée, par exemple? Pour le coup, nous, on a eu des financements. On a obtenu des financements régionaux pour notre formation de coach. Donc, ce qui a fait qu'on a pris assez peu de risques financiers. Donc ça, il faut le savoir. Il y a la possibilité, évidemment, peut-être pour certains, de négocier une rupture conventionnelle. Entrer en couveuse d'entreprise. Entrer en couveuse d'entreprise pour faire vraiment un test d'activité. Donc voilà, c'est vraiment avoir conscience de toutes ces possibilités aussi qui s'offrent à nous pour justement changer d'une manière sereine, quoi, finalement. Ça fait sens un peu avec le point qu'on parlait avant. Du coup, c'est pas forcément blanc ou noir. Le fait de se renseigner sur le métier, mais aussi se renseigner sur comment je peux gérer ça, parce que là, on parlait de plein de petites choses. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez vous renseigner. Il y a plein d'informations sur Internet pour pouvoir savoir une couveuse, une rupture conventionnelle, etc. Il y a vraiment plein de choses. Et c'est pas juste je quitte tout d'un coup et j'y vais. Voilà, il y a
et à se renseigner aussi par rapport à ça, comment je peux avancer par rapport à ça. Sachant que, pour terminer, je voulais juste ajouter quelque chose sur la question du moteur que l'on a vis-à-vis de ça, parce que c'est vraiment, là encore, propre à chacun. Certaines personnes vont avoir besoin de beaucoup sécuriser leur parcours de changement. Pour d'autres, trop sécuriser, ça peut être source de démotivation, parce que finalement, c'est le challenge qui les anime et c'est ça qui va faire qu'ils vont donner à fond et que ça va marcher pour eux. Donc, c'est vraiment juste réinsister sur le fait que c'est vraiment propre à chacun et que là-dessus, du coup, les réponses… Il n'y a pas de règle, C'est ça, il n'y a pas de règle. Les réponses sont très personnalisées finalement en fonction des personnes. Donc, un ingrédient de plus dans la recette du bon moment, c'est effectivement sécuriser voilà, son parcours. Une fois que plus ou moins c'est analysé, je rentre dans la partie opérationnelle. Donc là, en fait, je déploie un plan d'action. C'est ça. Donc, voilà, comment vous fonctionnez? C'est des jalons, c'est des projections, c'est des… En fait, souvent, on a le projet, déjà, c'est une grosse masse informe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment on a l'objectif, le projet, voilà, la montagne, l'Everest, et du coup, après, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Donc là, c'est là où on va faire un travail d'objectifs qui va être divisé en plusieurs parties pour avoir des sous-objectifs, des deadlines, etc., pour pouvoir vraiment, parce que c'est souvent… Structuré, découpé. C'est souvent un projet qui peut durer quand même un petit moment, c'est pas un sprint, comme on dit, c'est souvent un marathon plutôt. Du coup, voilà, comment diviser ces objectifs en petits sous-objectifs pour que déjà, on ait cette sensation d'avancer et d'être satisfait, d'être fier de nous au quotidien. Parce que c'est vrai que si l'objectif, c'est de monter l'Everest et que tant qu'on n'est pas arrivé en haut, on n'est pas fier de nous, ça peut être compliqué. Et la motivation va être un peu comme ça. Donc, c'est vrai que d'avoir des petites étapes, des petites étapes tout au long du chemin, ça permet vraiment d'avancer concrètement et de se sentir fier de nous et de pouvoir continuer sur ce chemin de… Donc, ouais, c'est tout un plan qui est défini avec un rétro-planning, etc., pour pouvoir avoir quelque chose de concret par chaque semaine, vers où tu vas, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec la personne. D'accord, ça c'est souvent aussi une étape où les personnes perdent de la motivation parce que effectivement, il y a des jalons un peu trop hauts et donc peut-être trop loin. Et le temps passe vite et donc on n'arrive pas forcément à ses objectifs et donc frustration par frustration, il y a une démotivation. Mais ça paraît tout bête, hein, mais c'est vrai que de découper en petits objectifs atteignables, déjà, ça change vraiment tout sur le long terme, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le principal. Mais voilà, sur la durée, ça n'a pas de prix d'avoir des petits objectifs atteignables. Il y a la question de la démotivation, il y a aussi la question de la procrastination, en fait, finalement. Parce que face à cette montagne hyper haute, finalement, on a tout un tas de peurs qui sont même très souvent inconscientes et qui font que on ne se met pas au boulot et que le projet n'avance pas. Et voilà, donc c'est vrai que le fait d'être vigilant à bien découper ça en petits objectifs atteignables, ça permet d'avancer concrètement, de pouvoir mesurer ses avancées, de pouvoir après regarder derrière et se dire, bon, j'ai avancé déjà, parce que c'est vrai que, comme on disait, ça peut prendre du temps et donc c'est un bon moyen pour vraiment mener à bien le projet, quoi, finalement. Et c'est là où c'est important ou intéressant, en fait, d'être accompagné, de ne pas être seul, en fait, même si on n'est pas forcément accompagné, de ne pas être seul. Donc, soit dans un club d'entrepreneurs ou dans un collectif qui partage les mêmes intérêts ou d'être accompagné par un vrai professionnel. Et justement, quels sont un peu on va dire les points de vigilance que vous voyez à cette étape-là? Là-dessus, il y a deux points de vigilance qu'on a repérés, nous. Le premier, c'est le fait qu'on aura beau vouloir tout contrôler. Ça, c'est important quand même. On aura beau vouloir tout contrôler, tout avoir en tête, tout anticiper pour justement se dire c'est le bon moment, j'y vais, je me lance, tout ça. Juste bien avoir en tête que ce n'est pas possible et c'est normal. Pourquoi? Parce que finalement, déjà, de une, on va évoluer. Notre projet va évoluer, va s'affiner, etc. Donc, finalement, c'est hyper important de travailler la confiance qu'on a en nous et en le processus, quoi, finalement, de vraiment incarner ça. Parce qu'il y a des choses, comment je pourrais dire ça? Il y a
finalement, il y a des équations qu'on n'a pas encore quand on se lance et qui vont arriver progressivement. Et donc, si on a la croyance, mais fondamentale, qu'on a la capacité de gérer ça, finalement, c'est de la confiance en soi, hein. Derrière, ça fait que ça coule. Et puis, du coup, ça permet aussi d'être ouvert aux opportunités qui vont se présenter. Parce que quand on a le projet au départ, on peut pas imaginer toutes les opportunités qui vont découler de nos premières actions, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir en tête que voilà, il y a une part d'inconnu, c'est normal, et le processus va se faire progressivement. Et donc là-dessus, faut avoir de la confiance en soi, faut être patient aussi parfois, et regarder tout ça avec beaucoup de bienveillance. Ouais. Donc, on va sur ce point de vigilance, c'est-à-dire que, très bien, on a notre plan d'action, il est carré, il est structuré, mais il faut impérativement laisser de la souplesse, c'est ça, parce que les choses... Il y a beaucoup de frustration si on essaie de tout gérer. Il y a forcément des moments où l'inconnu arrive et le projet dépend aussi d'autres choses. Ça peut dépendre d'autres personnes qui peuvent rentrer avec nous, etc. Donc, c'est ça, notamment. Ça crée de la frustration et ça crée aussi un cadre qui peut être trop borné avec des œillères qui fait qu'on pourrait manquer justement des opportunités d'évolution du projet qui peuvent être au-delà de ce qu'on a pu imaginer finalement. Donc ça, c'est presque vital, parce qu'en fait, les choses, par expérience, n'arrivent jamais comme on les a imaginées, hein. À 80-90%, mais il y a toujours une part d'imprévu. Et souvent, les opportunités arrivent, comme tu as dit, de là où on ne pensait pas qu'elles allaient arriver. Donc, avoir cette possibilité de changer de cap légèrement, en fait, parmi le cap qu'on s'est fixé, l'objectif qu'on s'est fixé, on va peut-être naviguer un peu, c'est ça? C'est jamais une grande ligne droite, c'est souvent des petits chemins et c'est vraiment cultiver un peu ce lâcher prise qui n'est pas forcément une fatalité. Donc voilà, non, parce qu'il y a des personnes qui le vivent très bien et qui au contraire sont comme ça et là qui sont plus dans la perfection, etc. Ça peut aussi être travaillé pour pouvoir vraiment lâcher un peu prise et pouvoir avancer plus sereinement sans vouloir tout contrôler. Ouais, ça c'est un point important. Et tu parlais donc du coup d'un deuxième point de vigilance, c'est ça? Oui, effectivement, c'est celui de s'entourer. Tu l'évoquais tout à l'heure. C'est juste fondamental. Je pense que s'il y a une chose à retenir de notre intervention, c'est ça, c'est de s'entourer. Donc, effectivement, selon notre projet, selon notre entourage familial, etc., c'est pas forcément suffisant de s'entourer que de ses proches. Et ça peut être hyper important justement de s'entourer de professionnels qui sont dans le même cheminement que nous. Donc là, par exemple, c'est tout l'intérêt de ton collectif. Je tenais quand même à le souligner, de pouvoir justement avoir un réseau de professionnels avec qui échanger sur les problématiques qu'on rencontre, etc. S'entourer, c'est hyper important. Et forcément, on va parler aussi du fait de se faire accompagner. Là-dessus, nous, on se fait accompagner depuis le début de notre changement de vie professionnelle. On se rend compte à quel point c'est fondamental parce que finalement, il y a dans cette évolution qu'on a, on va rencontrer des choses auxquelles on ne s'attend pas parce que finalement, le changement, ça bouleverse notre quotidien. C'est une vraie sortie de zone de confort finalement. Donc, ça va aller toucher à notre environnement, notre entourage, notre mode de vie. Je parlais tout à l'heure de notre identité aussi. Ça va aller réveiller des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Des peurs et des croyances aussi. Des peurs et des croyances qui peuvent nous freiner dans notre évolution. Et justement, le fait de pouvoir échanger, partager là-dessus et avoir un regard extérieur, c'est hyper important pour pouvoir justement... À terme, ça fait la différence. Avancer. Un gain de temps fou. Parce qu'il y aura, surtout si c'est un projet de reconversion, de se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., il y aura des moments de doute. C'est normal, ça aussi. Alors, ce que tu dis, c'est que c'est important en fait d'être accompagné, pas forcément par des personnes qui vont te juger, mais plutôt par des personnes qui vont te...
plutôt par des personnes qui vont t'apporter des compléments, de t'orienter, évaluer de façon objective à quel niveau tu te trouves et te faire avancer, en fait, te permettre, et aussi peut-être en termes de motivation, parce que le fait d'être avec des carrément. personnes qui partagent un peu les mêmes choses que toi, ou qui sont Et puis passées par là, comment transformer des plaintes en action aussi, par exemple. Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à se plaindre par rapport à certaines situations, on ne se rend pas compte on est vraiment dans le négatif, et voilà, d'avoir un avis extérieur qui nous permet de dire, OK, bah, comment tu transformes ça en action, et pour mettre une mise en action, parce que vraiment, pour avancer, l'action, c'est primordial. Donc, c'est vrai que ce point de vue un peu extérieur par rapport à ça permet de changer un peu notre façon de penser, et de se dire, ah, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça avance dans le bon sens? top. Alors, on arrive un peu au bout de la conclusion en fait. Alors, pour résumer, quelle serait la conclusion voilà, de ce bon moment pour vous, pour changer de cap? Déjà, ouais, juste réinsister sur le fait que vraiment le mythe du moment parfait, finalement, je crois qu'on l'a un petit peu déconstruit Oui. dans le sens où vraiment c'est une démarche qui est proactive, finalement, le changement. Et le bon moment, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est quelque chose qui se sent, qui se vérifie par tout ce qu'on a dit, mais aussi qui se sent. Il y a une part, quelque part, vraiment d'écoute de soi là-dedans, sur laquelle j'aimerais vraiment insister. Et surtout, si on a pu être un petit peu carré dans ce qu'on disait, qu'il faut faire les différentes étapes, etc., je tiens vraiment à insister aussi sur la notion de plaisir, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, et l'idée aussi, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Et même dans tout ce processus de changement, c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est pas de faire un changement dans la douleur, c'est au contraire de prendre du plaisir dans le processus. Oui, c'est ça, Vraiment prendre du d'arriver. plaisir dans le processus, ouais. D'accord, Donc, d'arriver ouais, à parce que trouver. ce que tu disais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment parfait, mais c'est plus une succession de moments qui De confirment, signaux. de signaux qui confirment que voilà, on est sur la bonne voie. Mais il faut bien avoir conscience que tout est modulable. C'est-à-dire que voilà, si au cours de projet, on se rend compte que finalement, ça ne nous correspond plus, et c'est OK, il suffit juste de continuer sur une autre voie, et voilà, tout est possible. Il n'y a pas vraiment de je me reconvertis, si ça foire, c'est la fin, quoi. C'est l'échec de Voilà, Oui, il y a c'est ça. vraiment cette notion de voilà, il y a pas de, il faut juste prendre le chemin, et puis si ça va pas, parce qu'on se rend compte qu'on découvre des choses qui nous conviennent pas, ben c'est pas grave, on peut rebondir, et voilà. C'est vraiment mettre un peu de légèreté dans tout ça pour pas que voilà, les personnes paniquent à l'avance même d'avoir l'idée de penser se reconvertir, quoi. Oui, complètement. Et surtout pour toutes celles et ceux qui veulent en fait se lancer en indépendant ou ouvrir leur boîte, bah, qu'ils sachent que de toute façon, on se trompe tout le temps. En fait, l'essai-erreur fait partie en fait de l'acquisition de l'expérience, surtout quand on est dans le changement, parce qu'il y a C'est ça, plein de choses qu'on ne connaît pas. la notion d'échec est complètement à revisiter. Voilà. C'est vraiment, ça fait partie du chemin, et c'est vraiment source justement d'évolution dans le bon sens, quoi, quelque part. Et là-dessus, je voulais peut-être, pour conclure, insister sur quelque chose. J'ai lu récemment une étude qui parlait des regrets qu'on a dans la vie, et qui disait que finalement, ce qui perdurait plus en termes de regrets en nous, c'était les regrets pour ce qu'on n'avait pas entrepris, plutôt que les regrets de quelque chose qu'on a entrepris et qui ne s'est pas passé comme on avait voulu. Oui, C'est beaucoup plus difficile à vivre, finalement, le regret de ce qu'on n'a pas osé faire. Donc là-dessus, on ne peut que inviter à c'est y aller, tout à quoi. fait vrai. Et donc, on peut dire qu'en synthèse, en fait, le bon moment, c'est quand on a réellement une envie, voilà, en fait, de changer. Qui est cette envie en termes de moyens, on a les moyens, en fait, de la concrétiser, d'accord? Qu'en termes de risque, il n'y a pas forcément trop de risques à ce qu'elle puisse s'opérer, et qu'on a un environnement favorable, en fait, voilà, qu'on a suffisamment un environnement favorable externe dans lequel on va pouvoir évoluer, c'est ça? Sachant que tout peut se créer, hein, là-dessus, à chacune des étapes. Voilà, on peut avoir tout, voilà. Et on peut être accompagné aux différentes étapes si on sent qu'il y a un endroit précis, ça bloque. Et tout ce qui est réseau et s'entourer, etc., ça se construit au fur et à mesure aussi. Parce qu'on peut arriver à tout faire tout seul, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, à partir du moment où on se sent bloqué, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels ou de se faire accompagner par rapport à ça, parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et puis on peut rester bloqué longtemps, hein, des fois. Et c'est vrai que là, du coup, ça rejoint véritablement le changement de comportement sociétal, c'est-à-dire que maintenant,
on conçoit en fait le métier comme étant une source d'épanouissement plutôt qu'une corvée pour faire vivre ma famille. Donc, il y Et a ça, aussi… c'est vraiment développer son projet professionnel au service de sa vie personnelle. C'est ça. C'est vraiment ça, nous, en tout cas, qui nous anime et ce sur quoi vraiment on veut porter notre attention. Top. Merci à vous deux. Alors, je sais que vous avez un cadeau en fait pour, pour ceux et celles qui veulent passer un cap. Vous avez un outil en fait, à offrir et Oui. également une session voilà, peut-être de découverte, c'est ça? Ouais, tu veux en parler ou Comme tu veux. Ouais. Bon, du coup, on a créé un workbook qui est Mhm. vraiment, on l'avait appelé e-book, mais en fait, c'est un workbook parce que c'est vraiment un outil d'exercice finalement qui permet de faire le point de manière plutôt large sur les différents domaines de notre vie pour faire un Super. petit état des lieux et aller après vraiment se questionner sur ses motivations, ses aspirations. Donc ça, c'est une première étape qui peut être très intéressante. Donc, je ne sais pas comment on peut On le partager le lien. mettra en replay en fait. Cette Ok. Ouais, cette conférence sera en replay. vous pourriez Dans le le télécharger. replay, voilà, juste en dessous du replay, il y aura le lien de cet atelier et donc on mettra également le lien pour vous contacter Ça, parce que voilà, vous c'est offrez également offert. voilà, Et une session voilà, de… si vraiment parmi vous, vous ressentez un besoin justement de faire le point de manière plus personnalisée qu'à travers notre workbook, même si déjà c'est un bon outil, Oui, c'est un bon outil. et besoin d'un échange humain hein, finalement Oui, c'est ça, aussi. tout à fait. Là, pareil, n'hésitez pas parce qu'on vous offre une séance, une session de coaching finalement et d'échange soit avec Sébastien, soit avec moi, soit vous indiquez pas de préférence, c'est pareil, c'est dans notre lien, voilà, et après on s'adapte nous pour justement faire le point sur là où vous en êtes et pouvoir vous donner déjà quelques clés en plus de ce qu'on vous a dit aujourd'hui et des pistes concrètes pour les prochaines étapes pour vous, selon votre besoin, quoi. Ouais, top. Parce que voilà, pour les personnes qui se questionnent mais qui n'ont pas encore forcément voilà, entrepris, ça peut être un bon déclencheur. Voilà. Un outil pour permettre de faire ce questionnaire et une session de travail avec vous pour voilà, peut-être du coup leur créer une impulsion C'est ça. ou Les gens faire peuvent faire le workbook et puis après, si elles veulent aller un peu plus loin, Ouais. justement, pour avoir un échange avec nous, nous, on sera un plaisir de pouvoir échanger avec cette Si le personne. workbook, ça leur plaît pas. Oui, aussi. Voilà, ça peut être la suite aussi. Par exemple, ils ont fait leur workbook et puis ils veulent aller un peu plus loin ils ont des questions par rapport à ça. Donc, ouais. Et que le projet soit finalement déjà en tête ou pas, que ce soit flou ou plutôt clair, que la personne soit lancée ou pas encore, parce qu'en fait, aux différentes étapes, il y a différents enjeux qui se soulèvent et qu'on Oui. a un peu décrits aujourd'hui et qui sont finalement, qui relèvent à chaque fois d'une réponse différente. Donc, c'est vraiment propre à là où on est la personne finalement. Alors, est-ce qu'on peut conclure en disant que c'est toujours le bon moment, en fait, à partir du moment où il y a de l'énergie, il y a de la motivation, et que le bon moment consiste à passer une étape, en fait, du coup, d'avancer d'un pas, d'un petit pas vers notre objectif? Ouais, on peut dire ça. Le bon moment, finalement, c'est vraiment… on le sent quand c'est le bon moment. Et là-dessus, je veux vraiment inviter les personnes à se rendre compte que peut-être elles ont déjà la réponse en elles et que simplement la question, c'est de s'autoriser à y aller. Il y a tout ça aussi. Ça, Et donc, oseras-tu? Et donc, oseras-tu? Voilà. Voilà. Merci à vous deux, ce fut un moment très agréable. Voilà, et j'espère que ça a été, on a apporté un peu d'informations à tous les On participants. l'espère, ouais. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Ce fut un plaisir. Le replay donc, sera disponible d'ici un jour ou deux sur la plateforme Digital Learning Academy. Tous ceux qui, voilà, l'accès aux conférences est libre et gratuit. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore, vous tapez simplement digital-learning.academy et vous arrivez sur le site internet du collectif. La semaine prochaine, on aura le plaisir d'avoir Alexia Roland qui sera avec nous pour une conférence sur l'inclusion, donc comment développer des parcours de formation inclusifs, voilà, qui soient adaptés à tout le monde. Et donc, je vous remercie encore, Manon et Sébastien, et je remercie tous ceux qui ont participé. Et je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous tous. Merci bien. Merci à tous. Bonne Au revoir. journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.